Alors, bonsoir à toutes et à tous, et merci de participer à ce webinaire organisé à l'occasion de la publication des résultats semestriels 2025 de la société Forcy Power. Avant de passer la parole au management de la société, sachez qu'une session de questions-réponses aura lieu à l'issue de la présentation qui va être faite dans quelques instants. Vous pourrez ainsi poser vos questions via la fenêtre située en bas à droite de votre écran. Et je passe maintenant la parole à la société. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents ce soir pour l'annonce de nos résultats semestriels et des perspectives de l'entreprise. Autour de la table, nous sommes trois membres de la société. Pour ceux qui nous connaissent, ce sont les trois habituels, j'allais dire. Et je vais laisser mes collègues se présenter. Bonsoir à tous, Sophie Tricot, en charge des affaires publiques du groupe, dont les relations investisseurs. Et Franck Meyer, en charge des finances. Et Christophe Gürtner, président et fondateur de la société. Alors, on va démarrer la présentation et c'est Sophie Tricot qui va présenter la première partie. Merci Christophe. Donc, un petit récapitulatif sur Forcy Power et les grands chiffres actuels. Le groupe, aujourd'hui, a équipé plus de 5000 véhicules lourds électriques dans le monde. Et ça inclut notamment 5000 bus, mais le message qu'on passe ici, c'est qu'on est sur le segment du bus, mais on est également en train de se développer fortement sur les segments des camions et du train également. On est également le premier acteur non chinois sur le marché off-highway. Aujourd'hui, ce sont principalement des engins de construction, mais également agricoles et industriels. Et on a actuellement 10 clients actifs sur ce marché, qui est un marché porteur, et qui va fortement se développer dans les années à venir. On a équipé plus de 145 000 véhicules légers électriques. Alors, historiquement, on était plutôt sur des 2 roues de type scooter, des 3 roues de type tuk-tuk ou véhicules utilitaires à 3 roues. Et de plus en plus, on voit des projets de 4 roues légers, donc des petits véhicules utilitaires 4 roues ou des véhicules commerciaux. Et nous sommes bien positionnés également sur ce marché. Forcy Power, c'est 5 usines dans le monde, réparties en 3 grandes zones géographiques, donc Europe, Asie et Amérique, avec donc également 3 centres de R&D principaux, 2 en France et 1 en Chine, pour accompagner tous les développements sur les différents segments de marché que l'on adresse. Forcy Power, c'est vraiment ce trait d'union entre les Gigafactories qui produisent les cellules de batterie, les piles, donc ça peut être des piles cylindriques, en poche ou prismatiques, et le lien avec les constructeurs de véhicules commerciaux et industriels, qui, eux, n'ont pas la capacité ou la stratégie d'internaliser le design et la fabrication des systèmes de batterie. Nous, on va développer des systèmes qui vont pouvoir bénéficier à différents clients sur différentes applications. Notre grande force, c'est de pouvoir internaliser en fait toutes ces expertises nécessaires à la conception des systèmes de batterie, depuis une expertise électrochimique extrêmement avancée. Nous avons des ingénieurs électrochimistes avec des laboratoires qui vont tester, chahuter un petit peu toutes les cellules disponibles sur le marché. Donc, je crois qu'on a plus de 700 cellules référencées. Donc, c'est près de 75 fournisseurs de cellules avec lesquels on travaille pour tester les cellules. Donc, on a une très, très forte connaissance de ces cellules électrochimiques. On a également des ingénieurs en électronique, des ingénieurs qui vont développer les cartes électroniques, mais également qui vont développer les logiciels qui vont permettre au système de gestion de la batterie, le BMS, de fonctionner de manière le plus sûre et le plus intelligemment possible. Nous avons des ingénieurs en conception mécanique, en conception thermique, en modélisation, pour également anticiper en fait la performance de la batterie avec de l'analyse de données qui vont permettre de prévenir en fait les incidents, de faire de la maintenance préventive, mais aussi d'optimiser l'utilisation de la batterie pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Donc vraiment une grande force de pouvoir héberger toutes ces compétences en interne dans nos centres de R&D. On adresse, on l'a dit, des segments très particuliers où on va pouvoir vraiment apporter une valeur ajoutée à nos clients et leur faire bénéficier de développement de systèmes de batterie qui vont être communs ensuite à différentes applications et différents clients partout dans le monde.
Vous voyez ici donc nos grandes familles de marché. Et vous voyez surtout des grands noms qui vous sont sûrement familiers, puisque en général, nous travaillons avec des constructeurs qui sont déjà leaders sur leur marché. C'est une assurance pour Forsy Power. Alors, on n'est jamais sûr de rien, mais de jouer avec les leaders sur leur marché, ça nous permet de nous dire qu'il y a de grandes chances que leur projet soit également un succès à l'avenir. Et il y a tellement de projets sur le marché qu'il faut également cibler en fait les constructeurs avec lesquels nous travaillons. C'est pourquoi en général nous travaillons avec des grands noms. Et vous voyez que les grands noms ici, bien que nous soyons un groupe français, ce sont des grands noms internationaux et vraiment partout dans le monde. Ça, c'était pour les quelques chiffres et faits sur Forsy Power. Et je passe la main à Franck Meyer. Merci Sophie. On va d'abord faire un petit point sur le chiffre d'affaires. Bon, on a déjà publié le chiffre d'affaires, je ne vais pas y passer très très longtemps. Donc un chiffre d'affaires en léger retrait au premier semestre 2025. Bon, on avait de toute façon un 2024 qui était exceptionnel, notamment un premier trimestre 2024 qui avait été le trimestre record pour Forsy Power. Et puis, effectivement, il y a un léger tassement sur les prix, mais on n'a jamais vendu autant de kilowattheures. Ce qui fait que, bon, en termes de volume, on est en progression, mais en chiffre d'affaires comptable, on est en légère baisse. Donc, il s'établit à 80,9 millions d'euros pour le premier semestre. À noter que l'Asie commence effectivement à se développer, puisqu'elle prend 10% de notre chiffre d'affaires, mais on reste encore, pour l'instant, un groupe principalement européen, que ce soit en Europe et légèrement en France. Voilà. Après, toujours un objectif de diversification, tant géographique que sur des secteurs comme le ferroviaire et le off-highway. Sur le compte de résultat, donc là vous avez le compte de résultat simplifié où on peut voir une nette amélioration de notre résultat, de notre EBITDA, puisqu'il est en progression de plus de 2 points en marge et il s'établit à 2,2 millions d'euros pour un chiffre d'affaires. Vous voyez, donc il y a eu un effet point mort qui s'est abaissé. Donc un résultat en progression de 167%. Qui illustre bien à la fois la solidité de nos marges, l'évolution, enfin, la maîtrise de nos coûts de structure et aussi toute la gestion industrielle optimisée avec des gains de production et la baisse des coûts d'approvisionnement. Résultat opérationnel de moins 5,2 millions, léger retrait parce que nous avons effectivement des coûts non récurrents que nous avons dû constater en 2025 et que nous n'avions pas en 2024. Et un résultat net, effectivement, de moins 11 millions par rapport à un résultat net qui était, lui, de moins 3 millions en 2024. Comme vous le voyez, un résultat financier qui était positif l'année dernière, c'était un petit peu une anomalie, puisqu'il y avait un impact fort de la revalorisation des bons de souscription d'actions pour plus de 3 millions, qui pesaient pour 3 millions en positif dans au premier semestre 2024, que nous n'avons plus en 2025. En revanche, nous avons des effets de change négatifs sur le premier semestre 2025, qui sont des effets de change latents. Donc, voilà. Donc, évidemment, latents et donc non cash. Je vais maintenant passer au tableau de flux. Donc, le tableau de flux, donc, vous voyez que la trésorerie s'est améliorée sur le premier semestre 2025 de 13,5 millions. On commençait l'année avec une trésorerie à 5,4 millions. Bon, on a fait évidemment l'augmentation de capital en juin, qui a apporté 18,7 millions de liquidités supplémentaires au groupe. On continue à bien maîtriser notre exploitation. Vous voyez que même s'il est en retrait, alors encore une fois, il y a une base comparative qui est en 2024 qui est extrêmement positive, puisqu'on avait mis en place, premièrement, le programme de factoring. Donc évidemment, là, il est déjà en place, donc il y a moins d'effets sur le premier semestre 2025. Et puis, on avait aussi des préfinancements du last buy order d'Iveco, que nous avions pu encaisser au premier semestre 2024, que nous n'avons plus évidemment en 2025. Vous voyez aussi que vous noterez que les flux d'investissement sont beaucoup moins importants en 2025 qu'en 2024. Voilà, donc mécaniquement, évidemment, l'usine américaine qui était sur laquelle nous avions investi en 2023 et en 2024 était inaugurée, donc évidemment ça améliore. Et aussi nous avons une politique de sélection beaucoup plus marquée sur nos programmes d'investissement, donc ce qui fait que nos programmes d'investissement sont terminés au niveau
je veux dire, CAPEX tangible, et le reste, c'est le reste de la R&D avec une volonté justement de sélectionner, d'avoir les investissements les plus rentables rapidement. Enfin, donc, l'endettement net hors IFRS 16 est extrêmement maîtrisé puisqu'il ressort à 28,5 millions d'euros avec des capitaux propres en hausse à 53,3 millions d'euros. Faire quelques mots sur les financements, parce que nous avions communiqué sur les financements effectivement avant l'été. Donc, j'ai parlé de l'augmentation de capital qui a été réalisée. Il y a également un financement que nous avions mis en place en avril, qui était le financement du working capital, du besoin en fonds de roulement, que pour des raisons techniques, nous avons dû rembourser au 30 juin, mais qui a été réactivé en juillet. Donc, effectivement, sur la photo au 30 juin, il n'apparaît pas, mais il a été réactivé en juillet pour 9,5 millions d'euros. Donc, en fait, si on retraite ces 9,5 millions d'euros, vous voyez que la position de trésorerie est encore plus marquée, puisqu'elle est à 28,4 et une dette nette retraitée à 19 millions d'euros hors IFRS 16. Et enfin, le rééchelonnement de la tranche A, qui était en cours de discussion à l'époque, qui avait été obtenu, a été finalisé début septembre. Donc, on avait une échéance de 26 millions en juin 26, qui a été réduite à 6. Les 20 millions restants, 10 millions sont en boulette en 2030, pardon, et le reste est amorti entre 2027 et 2000. Les 10 millions restants sont amortis entre 2027 et 2030. Et on travaille également avec d'autres partenaires sur d'autres prêts à très long terme. On parle de prêts à échéance 8 à 18 ans, vous voyez, donc c'est très très long, pour financer notre innovation, et ça c'est toujours en discussion. Et je laisse la parole à Christophe. Merci Franck. Et je vais vous parler maintenant de notre stratégie et de nos perspectives. Alors, nous avons décidé de cadrer, de regrouper notre nouvelle stratégie, ou l'ajustement de notre stratégie, sous un nom qui est Repower 27, Repower 27, qui est le nouveau plan d'entreprise pour les 2-3 prochaines années. Pourquoi ce nouveau plan Repower 27? Ce plan, d'abord, est la résultante d'un constat d'une longue phase, la première phase de l'existence de l'entreprise qui a duré une dizaine d'années, année pionnière. ForciPower est un pionnier sur ces marchés, mais les marchés également sont dans une phase pionnière d'électrification, et c'est une phase pendant laquelle il y a eu une croissance ininterrompue. En fait, depuis la création de l'entreprise en 2011 jusqu'en 2023, nous avons eu une croissance ininterrompue. Un développement de l'électrique, certes, avec du retard à l'allumage, avec des progressions de l'Europe, de l'Amérique lentes par rapport à l'Asie, mais néanmoins des progressions. Nous sommes arrivés maintenant à une phase 2024 à 2026 où le marché a beaucoup changé. Nous sommes dans une phase de réelle transition du marché de l'électrique. Et quand je parle de transition de marché de l'électrique, c'est peut-être une phase qui prépare une plus grande maturité, mais qui n'est pas annonciatrice d'une décroissance, qui est annonciatrice d'une croissance différente. Nous avons aujourd'hui à faire face, et c'est un constat, et c'est des mesures que nous avons prises bien sûr face à ce constat, face à cette situation, un constat que d'abord, bien, effectivement, nous avions démarré l'entreprise avec deux clients pionniers, d'abord le groupe Iveco, dont on savait que l'activité allait s'arrêter cette année, c'est fait, et avec un deuxième client important, en Angleterre, Wrightbus, qui est maintenant passé à un double sourcing, et qui est sûrement passé à un double sourcing à un moment où son activité, peut-être à contre-cycle, a commencé à ralentir. Ce qui, d'une part, nous impacte, dans la mesure où c'était des clients majeurs pour nous, mais ça accélère également notre transition. Ça accélère notre transition d'autant plus que le marché global de la batterie est en grande mutation. Il est en mutation pour des raisons politiques, pour des raisons géopolitiques. Les subventions pour le marché de la batterie se sont taries pour une grande partie. Alors, anecdotiquement, j'allais dire, on entend une subvention pour des voitures particulières européennes qui est en train de se mettre en place en France, mais j'allais dire que dans ce marché global, c'est anecdotique. Ce qui est moins anecdotique, effectivement, c'est le frein ou le coup d'arrêt, d'une certaine manière, que l'administration américaine a imposé au développement du marché de l'électrique avec une véritable défiance vis-à-vis de ce marché-là.
ce qui a ralenti, voire arrêté pour le moment temporairement le marché américain de la batterie et qui a eu des effets directs ou indirects sur tous les autres acteurs du marché, qu'ils soient japonais, qu'ils soient européens, et qui a facilité un petit peu le travail en réalité des acteurs chinois. Cette situation-là, on est en train de la traverser. On est en train de la traverser et ça crée beaucoup de remue-ménage dans le marché. Mais j'allais dire, des distorsions extrêmement à moyen terme, franchement positives. Dans la mesure où, là, j'allais dire une certaine surengouement dans le métier, l'arrivée d'énormément d'opportunistes s'est tarie. Les opportunistes ne sont plus là. Beaucoup de sociétés dans le domaine de l'automobile ou de l'automotive de manière globale, hein, qui s'étaient mises dans le métier de la batterie, ont d'autres soucis et se retirent du métier de la batterie. Donc, nous avons aujourd'hui, dans cette phase de transition difficile à court terme, également une perspective de réduction de la concurrence. Réduction de la concurrence internationale, et en disant ça, je pense avant tout à la concurrence européenne et américaine, bien sûr avec une concurrence chinoise renforcée. Donc, c'est un effet balancier d'un côté, moins de concurrence internationale, et nous, on est sur le marché international, et une concurrence chinoise qui est solide, mais le gâteau, il se partage. Le gâteau, il n'est pas que chinois, le gâteau, il est à multiples entrées, à multiples portions, et sur la portion euro-américaine ou euro-américaine et non chinoise, le gâteau, pour nous, semble intéressant pour les années qui viennent. Et donc ce plan de transition que nous mettons en place. Alors, à court terme, effectivement, sur l'année 2025, nous avons un atterrissage qui, sur le deuxième semestre, est plus difficile que ce qui était prévu, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 120 à 125 millions, avec un EBITDA ajusté de moins 3 millions. Mais j'allais dire que notre plan Report 27, on l'a déjà mis en place, il est en cours d'exécution, mais on l'a démarré cet été et il verra ses premiers effets. Il voit ses premiers effets en ce moment et verra ses effets complets sur l'année 2026. Pourquoi sommes-nous néanmoins extrêmement positifs et extrêmement optimistes? Je vous le disais, le marché est en transition et le marché, d'une certaine manière, se nettoie. Ce qui fait que lorsqu'il y a des projets, la probabilité que les projets nous arrivent, que nous soyons bien placés sur les projets est de plus en plus forte. Et nous avons aujourd'hui un pipeline inégalé. Notre pipeline, à ce jour, est de l'ordre de 1,2 milliard d'euros. Et ce, sur des marchés sur lesquels nous sommes bien positionnés. Sur le marché du bus, sur le marché de la construction, sur le marché du ferroviaire essentiellement. Ce sont les principaux marchés. Et ceci en Europe, en Amérique et en Asie-Pacifique. Et ce pipeline est un pipeline que nous allons commencer à transformer au cours de l'année 2026 et bien sûr principalement sur l'année 2027 dans la mesure où il y a un délai de mise en œuvre. Mais ce pipeline, ce sont des projets sur lesquels nous travaillons activement en ce moment. Nous travaillons activement en ce moment sur ce pipeline, ce qui fait que la période de transition que nous traversons, avec une phase difficile en ce moment, nous avons déjà les perspectives de remontée, de développement. Et le projet Repower 27 fait référence à l'année 2027. C'est parce que ce pipeline, nous comptons bien le transformer, nous commençons à le transformer, et il aura ses résultats en deuxième moitié de l'année prochaine, et principalement sur l'année 2027. Alors, notre projet Repower 27, il englobe différents aspects de la vie de l'entreprise. D'abord, le projet, il a un impact sur notre trésorerie. C'est plutôt la trésorerie qui est gérée différemment. Aujourd'hui, on tient de la trésorerie et on la gère de façon optimisée. De façon beaucoup plus optimisée que nous avons pu le faire dans le passé. Et pourquoi? On y reviendra tout à l'heure. Mais parce que notre plateforme est en place, notre organisation est mature et parce que nous n'avons besoin de pratiquement pas de moyens complémentaires pour déployer nos produits, nos technologies et nos produits. Cela passe également évidemment par des réductions de coûts. Évidemment, nous sommes en train de mettre en place un plan de réduction de coûts significatif. On y reviendra tout à l'heure. Mais nous sommes également en train de redéfinir le périmètre de développement et les produits et les segments et les régions sur lesquels nous pouvons gérer la meilleure valeur possible à moyen et à long terme.
Bien sûr, ce sont les véhicules lourds pour nous, hein. Bus, un peu de camions, de la construction, du minier, du ferroviaire. En ce qui concerne en premier lieu la trésorerie, le financement a été fait. Il a été fait au mois de juin. C'est un financement, Franck en a parlé également, l'ordre de 50 millions d'euros, au travers de nos actionnaires à hauteur de 18 millions d'euros, au travers de nos banques prêteuses à long terme comme la BEI. Également, nous avons réussi à refinancer notre dette auprès de banques d'exploitation. Nous avons mis en place une ligne d'exploitation d'une dizaine de millions d'euros, auprès de la BPI également, qui nous accorde des prêts à très long terme pour le développement de nos nouveaux produits. En termes de réduction de coûts, la réduction de coûts que nous avons déjà entamée est une réduction de coûts liée à la réduction des effectifs. Réduction d'effectifs, nous avons réduit nos effectifs la semaine dernière de 70 personnes en Chine. Nous avons mis en place, depuis le début du mois de septembre, un programme de temps partiel en France. Ce programme de temps partiel nous permet de faire des économies significatives en masse salariale et en même temps de conserver les ressources dans le cadre de notre rebond du plan Repower 27, parce qu'on a besoin des ressources et parce que le rebond est une perspective réelle pour nous. Et puis également dans un redimensionnement de l'organisation, principalement en France, également en Chine, qui sont les deux principaux centres de l'entreprise, et de façon un petit peu plus modeste aux États-Unis, où nous n'avions pourtant pas beaucoup dépensé, mais enfin où nous contractons encore les dépenses, et également en Inde. Pardon, petit problème de batterie. Voilà, c'est rattrapé. En ce qui concerne la création de valeur, aujourd'hui, nous nous concentrons essentiellement sur les véhicules lourds. Nous avons une expérience de plus de 10 ans sur les véhicules lourds. Nous en sommes dans certains cas à la 5e ou 6e génération de produits. Ça veut dire que nous avons une maturité qui est de plus en plus grande. Cette maturité est un véritable confort pour nos clients qui ont besoin de produits à la fois qualité, performants et qui durent de longues années. Les aspects TCO sont des aspects clés, parce que ce sont des actifs que nous vendons. Ce sont des aspects clés pour le choix des clients. Donc un portefeuille technologique, un historique de production, une base industrielle installée, des équipes solides, et puis tout un réseau commercial, un réseau de partenariats à travers le monde qui nous permet d'adresser les plus grands projets sur nos marchés cibles. Je vous le rappelle, même si nous sommes dans une phase de transition, nous sommes dans une phase de transition de croissance. Nous ne sommes pas dans une phase de transition de décroissance. Il y a un ajustement de marché. Évidemment, c'est vrai. Mais tous les marchés sur lesquels nous sommes présents sont des marchés qui sont en croissance, où la majorité des lancements produits sont à venir et vont venir. Que ce soit le bus, que ce soit le camion, que ce soit la construction, que ce soit le minier, que ce soit le ferroviaire, tous sans exception. Petit rappel de notre plateforme, installée, notre empreinte internationale, et c'est une empreinte globale. Alors, on a fait de l'ajustement de structure, on a fait des réductions de coûts, on a fait beaucoup de flexibilité, mais la base, elle est là, et on peut accompagner nos grands clients sur tous les grands pays. Nos pays et nos cibles, c'est les marchés OCDE. Donc, on se concentre vraiment sur les marchés OCDE, c'est-à-dire l'Europe, l'Asie, les pays développés, Japon, Corée, l'Inde également, l'Australie bien évidemment, et puis les États-Unis et le Canada. Voilà. Nous sommes aujourd'hui au travers de ces différents, j'allais dire, évolutions de marché, plus grande maturité de marché. Aujourd'hui, seuls les vrais acteurs de la batterie sont là. Nous sommes un vrai acteur reconnu, de plus en plus reconnu, un acteur indépendant, un expert reconnu. Dans les différents domaines que j'ai couverts tout à l'heure. Et c'est ce qui nous conforte et ce qui conforte nos grands clients et les grands prospects dans le choix de Forsee Power pour leur projet d'électrification dans les différents domaines cibles de l'entreprise. Voilà, c'est grosso modo ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui.
Et puis, bien évidemment, on est à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, je rappelle aux participants qu'ils ont la possibilité de poser leurs questions par écrit dans le chat en bas à droite de leur écran. Et nous avons déjà des premières questions. Alors, on a une première question. Est-ce que l'usine de l'Ohio risque-t-elle de voir sa main-d'œuvre déportée par ICE? Alors, on a 2 Français. On va supposer que les 2 Français ne vont pas se faire déporter. Ils ont tous leurs papiers, tous leurs documents. Donc, non, ce n'est pas une perspective du tout pour nos équipes ni américaines ni françaises aux États-Unis. Mais je ne suis pas Trump, hein, je ne peux pas répondre réellement à sa place. Merci pour votre réponse. Alors là, j'ai rassemblé plusieurs questions. Nous avons beaucoup de participants qui s'interrogent. Comment expliquez-vous l'évolution de votre cours de bourse, notamment depuis le début de l'année? Depuis le début de l'année et puis les années précédentes. Nous avons eu un cours de bourse malheureusement qui n'a pas été favorable. Je pense que ce cours de bourse est un cours de bourse qui est également un cours de bourse qui est lié à la défiance vis-à-vis de notre industrie, de notre activité, qui est lié au manque de connaissances de notre métier. Nous ne sommes pas une gigafactory. On nous a trop souvent, quasiment en permanence, assimilés aux gigafactories. On est intégrateur de systèmes. On n'est pas gigafactory, on n'a pas les mêmes problèmes qu'eux, on n'a pas les mêmes besoins en CAPEX qu'eux, on n'a pas le même retard technologique qu'ils ont vis-à-vis des grands concurrents chinois. Au contraire, nous sommes en avance, nous sommes reconnus pour les technologies que nous avons. Nous intégrons effectivement des accumulateurs chinois, mais on fait des systèmes. Et au niveau des systèmes, les savoir-faire, les technologies, les solutions, les logiciels que nous utilisons, c'est nos technologies, elles sont reconnues et elles sont installées partout du Japon à l'Amérique. Et peut-être pour compléter la réponse de Christophe, on a également souffert de changements de stratégie de certains fonds qui ont parfois soldé des positions par changement de stratégie avec moins d'intérêt sur des valeurs flaguées ESG. Dont un grand fonds en début d'année. Enfin, il y en a eu plusieurs qui ont eu des effets très négatifs. Et puis après, il y a une sorte d'effet de cercle vicieux qui s'installe et ça explique en partie la baisse du coût. Je vois des questions à l'écran, je vais les prendre rapidement. Pardon. D'accord. Pardon, je laisse faire. Merci pour votre réponse. Alors là, je vais vous poser 2 questions. En fait, ça concerne Alstom. La première, c'est Forsy. Est-ce que Forsy est dans les récents contrats ferroviaires d'Alstom en Nouvelle-Zélande et dans le New Jersey? Et donc, une question un peu similaire. Est-ce que suite au gain par Alstom d'un projet d'1 milliard avec NJ Transit, avez-vous signé une commande avec Alstom sur ce projet? Alors, je n'ai pas en tête le détail des projets d'Alstom, mais pour moi, ces projets d'Alstom sont les projets non électrifiés et sans batterie. Hein. D'accord. Ça doit répondre aux 2 questions. On a une question sur quels sont vos principaux concurrents sur la période 2025-2027? Alors, il y a un fil rouge, hein, c'est les Chinois. Alors, je ne parle pas des fournisseurs de cellules chinois, hein, qui sont nos fournisseurs, mais parmi les Chinois, il y en a un qui est présent un peu partout, c'est le leader mondial de l'accumulateur, c'est-à-dire le groupe CATL, qui fait également un certain nombre de batteries packs standards aux normes chinoises et qui sont intégrés par pas mal de monde. Donc, effectivement, CATL est, pour le reste du monde, pour tout le monde, CATL est un grand concurrent. Mais ceci dit, CATL, il va avant tout vers les très grands clients et nous, notre positionnement, il est plus vers des clients moyens. Et donc, la part de gâteau de marché disponible, ce marché gigantesque, hein, qui est le marché de la batterie, est très, très, très largement suffisante pour nous. Et donc, dans ce deuxième morceau de gâteau, nos concurrents, qui sont-ils? C'est quelques intégrateurs américains. Mais aujourd'hui, comme ils sont que américains et n'ont rien d'autre, ils sont en très mauvais état. Et donc, on ressent très peu de moins en ce moment. En ce moment, ça ne bouge pas beaucoup aux États-Unis, mais on ressent peu leur concurrence. Nos concurrents, c'est également une série d'équipementiers automobiles qui se sont mis à faire des batteries. Et autant il y a pendant les 2, 3, 4 ans qui viennent de s'écouler, leurs investissements dans le domaine de la batterie ont été assez inquiétants pour nous.
mais il semble que les équipementiers, c'est plus qu'il semble, en fait, les équipementiers automobiles aujourd'hui ont tellement de soucis dans leur marché traditionnel qu'ils lèvent le pied d'une certaine manière. C'est-à-dire que la pression que l'on a de leur part est pour le moment semble moins importante. Et puis on a des intégrateurs indépendants un peu comme nous. On en a un aux États-Unis, on en a un en Allemagne, on en a un en Pologne. Et puis, il y en a quelques plus petits sur l'Asie, Asie-Pacifique, mais vraiment plus petits. Et vraiment les petits, aujourd'hui, en ce moment, ne s'en sortent pas. Donc, eux ont plutôt tendance à disparaître. Merci Christophe pour cette réponse. Donc, vous avez réalisé une augmentation de capital en juin dernier. Est-ce que vous pouvez nous parler des investissements qui ont été réalisés depuis? On a réalisé quasiment aucun investissement. Hein. Ils étaient fléchés pour financer la recherche et développement, donc ça va être deuxième semestre principalement. D'accord, merci beaucoup. Avec un objectif de break-even en 2027, vous devez refinancer la société d'ici là. De quel montant parle-t-on et via quel mécanisme? Éventuellement d'augmentation de Non, il capital. n'est pas prévu qu'on refinance. On a du cash, on a de la trésorerie, on l'a dû l'indiquer tout à l'heure. Enfin, j'espère que je l'ai indiqué en tout cas, mais on va réduire notre point mort d'une vingtaine de millions d'euros par an à partir de 2026. On n'a pas prévu de refinancer l'entreprise l'année prochaine. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler le chiffre d'affaires par région, s'il vous plaît? Oui, alors il est de 78% en Europe, de 8 ou 9% en France, et il est 10% en Asie-Pacifique et un pouillème pour le moment aux États-Unis. Et alors, j'ai une nouvelle question. Quelle est la charge de l'usine aux États-Unis? Très faible. Elle est très faible, puisque c'est ce que je vous décris. Hein, c'est la charge que, financière, je pense. Dans le résultat, non? C'est ça non, la charge de l'usine, non, la capacité de production. Ouais. C'est ça? C'est pas précisé, mais alors on va répondre aux deux Ouais. questions en fait. Dans le doute, on va répondre aux deux questions. La charge de l'usine est extrêmement faible dans la mesure où pour le moment on est dans une phase un petit peu de gel aux États-Unis. Ce gel aux États-Unis est lié. Enfin, on fabrique pas grand-chose parce que d'une part il y a une aversion du gouvernement. Enfin, le gouvernement américain, l'administration américaine a réellement mis un coup de froid sur tous les projets électriques. Donc, la plupart des projets sont pour le moment en suspens, en attente. Et ça, c'est un point, mais c'est également lié à l'instabilité des droits de douane. À l'heure où on se parle, le taux de douane sur nos produits est exactement de 40,9%. Et ça, c'est quelque chose qui est figé depuis 15 jours, mais que depuis 15 jours. Et donc, on n'est pas certain que dans 15 jours, ce soit encore ce taux de douane-là. C'est important, mais il faut savoir que nous, en fait, aux États-Unis, on utilise des accumulateurs chinois, d'où ce taux de 40,9%. C'est supposé protéger les fabricants américains, mais il n'y a pas de fabricants américains. Et aux États-Unis, les seules usines qui sont en place sont des usines coréennes ou japonaises qui aujourd'hui, même en fabriquant localement, la différence de coût entre ces produits-là et les produits que nous importons fait que les 40,9% de droits de douane sont inférieurs au coût de produits coréens ou japonais fabriqués aux États-Unis. Bon, donc en fait, il faut absorber, il faut digérer ces droits de douane, mais il faut que tout le monde se remette un peu en ordre de marche, que la situation se stabilise, mais nous restons, nous, dans notre usine américaine, très compétitifs, et plus compétitifs que n'importe quel autre produit local. Hein. Et par ailleurs, si un produit local était disponible, ce qui n'est pas le cas, nous aurions évidemment accès et nous utiliserions ces produits s'il fallait les utiliser ou si ça apportait un avantage. Ensuite, à la question de la charge financière peut-être de l'usine. Oui, combien pèse l'usine, l'entité américaine dans nos comptes? C'est à peu près 3 millions d'euros dans les EBITDA en année pleine. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, est-ce que vous avez des avantages concurrentiels par rapport à CATL? Alors, par rapport à CATL, c'est quelqu'un qui fait des voitures ou qui fait des camions en grande série.
on ne peut pas apporter de réel avantage. Dans la mesure où c'est vraiment de la grande série à coût bas. Franchement, il faut acheter du CATL, il ne faut pas se poser de questions. Mais ce n'est pas nos marchés cibles. Nous, nos marchés cibles, c'est de la moyenne série, c'est du service, c'est de l'intégration, c'est de l'évolutivité de gamme quand le client en a besoin. Et ce n'est pas des cycles longs où on se fait dicter la solution par le client. Quand vous êtes un fabricant de voitures et que vous avez pour ambition de faire des centaines de milliers de véhicules avec la même batterie, sur la même plateforme pendant 5-7 ans, il faut travailler avec CATL. Quand vous êtes fabricant de bus et que vous avez besoin de différents types de batteries et que vous avez des évolutions de plateformes fréquentes, si vous bossez avec CATL, vous êtes coincé. Donc là, effectivement, c'est important de pouvoir travailler avec une société comme la nôtre. Quand vous travaillez dans le marché du ferroviaire, évidemment, c'est encore plus évident. Les batteries sont extrêmement complexes. CATL ne va pas fournir une batterie spécifique pour une application comme ça. Quand vous êtes sur le marché de la construction, c'est la même histoire. Donc, en fait, il faut savoir cibler son marché. Nous, on a les nôtres, eux, ils ont les leurs. Et il est important de ne pas se marcher sur les pieds ou le moins possible. Merci beaucoup, Christophe, pour votre réponse. Alors, comment allez-vous gérer aussi la perte d'Iveco? Et consommer. C'est consommé, c'est totalement consommé. C'est fait, c'est acté. Donc aujourd'hui, on est passé à autre chose. Et aujourd'hui, Iveco a été racheté par Tata, par des Indiens. Donc on va dire, c'est à eux de consommer leur propre changement maintenant. Si jamais ils ont besoin de nous à l'avenir, on saura bien sûr les écouter. Mais le sujet n'est pour nous plus d'actualité pour le moment. Merci beaucoup. On pense par d'autres clients, bien sûr, avec une base de clientèle beaucoup plus diversifiée. D'accord, merci beaucoup. Alors, on a une petite précision sur CATL. Est-ce qu'ils peuvent revendiquer de faire des batteries françaises, selon vous? CATL? Non, pas du tout. Non, ils font leur batterie, ils les font en Chine, les envoient de Chine. Ils ont une petite unité d'assemblage en Allemagne, mais qui aujourd'hui ne fait pas, je ne sais pas ce qu'elle fait. En tout cas, elle ne fait rien en dehors du domaine de la voiture, pour le moment. Merci beaucoup. On a un retour aussi d'un participant qui s'était interrogé sur Alstom et qui nous précise effectivement qu'il s'agit bien des trains à batterie. Donc, il voulait savoir si vous vous positionnez ou pas sur ce projet. Je vous laisse peut-être répondre, compléter votre réponse. Aujourd'hui, notre activité avec Alstom est très réduite parce que les projets annoncés par Alstom ne sont pas devenus des productions. Nos équipes, on a une équipe spécialisée dans le domaine du ferroviaire qui est basée à Lyon. Notre équipe lyonnaise est uniquement dans le domaine du ferroviaire. Notre équipe lyonnaise est en contact permanent avec Alstom sur différents projets. Le ferroviaire, c'est du long terme. Je ne peux pas vous dire si dans les projets que nous avons avec eux sont inclus l'affaire ou les deux affaires gagnées par Alstom. Franchement, je n'ai pas les détails, mais je crois qu'une bonne partie de ces trains ne sont pas forcément électriques à base de batterie. Il y en a certains qui le sont peut-être, et je n'ai pas la réponse précise par rapport à ça. Mais aujourd'hui, dans le ferroviaire, on travaille avec quasiment tous les grands fabricants mondiaux. Enfin, tous les grands fabricants mondiaux, non pas avec CRC, pas avec le chinois, mais avec les autres. Merci beaucoup, Christophe. Alors, nous avons aussi un participant qui nous dit « J'ai bien compris la problématique américaine due à la nouvelle gouvernance, mais quelle est la possibilité d'attaquer le marché canadien ?» Ah oui, tout à fait. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, on a tendance à parler trop d'États-Unis et pas parler Amérique du Nord, mais bien évidemment, on est présent. J'avais des Canadiens dans mon bureau hier. On est bien sûr présent sur le marché canadien. On travaille avec... on a une réunion avec des Canadiens la semaine prochaine. Bon, il n'y a pas tant de boîtes que ça au Canada, mais on a en ce moment 2 projets en cours au Canada. Ouais. Donc, le Canada est pour nous un marché actif. Et d'ailleurs, où les droits de douane ne sont pas les mêmes. Hein. Les droits de douane ne sont pas les mêmes, bien sûr. Et d'ailleurs, où il est probable, vu la situation instable actuellement, que pour le marché canadien, on ne fabrique pas forcément dans l'usine américaine. Très bien. Merci pour ce complément d'information. On a une question sur la valeur ajoutée de vos systèmes par rapport au prix des cellules chinoises. Est-ce que vous pouvez peut-être donner un peu plus d'informations?
la valeur ajoutée de nos systèmes par rapport aux cellules chinoises, c'est au-delà de la cellule, c'est 100% de valeur ajoutée. C'est-à-dire l'intégralité du système de batterie que nous concevons est conçu par Forsy Power. Tous les éléments, tous les composants, tous les logiciels. La performance des systèmes que nous vendons dépend intimement de la performance de ce que nous avons développé. Alors ensuite, bien sûr, on sélectionne des cellules. Il faut sélectionner les meilleures cellules possibles. La question n'est pas toujours d'ailleurs est-ce que la cellule est bonne et pas bonne. Comment vous allez piloter la cellule, l'ensemble des centaines ou des milliers de cellules que vous allez intégrer dans votre système. Donc il faut que la cellule soit la bonne, il faut que ce soit la bonne cellule par rapport à l'application, il faut que ce soit le bon système. Ensuite, si on parle arithmétique ou comptabilité, le prix des cellules a tellement baissé que j'allais dire proportionnellement la part de notre valeur ajoutée est de plus en plus importante. Donc, aussi sur ce terrain-là, avec le prix de cellules qui baisse, c'est un avantage pour tout le monde, hein, les prix des batteries baissent, mais la part de notre valeur ajoutée augmente. Donc, notre rôle augmente. C'est très clair. Merci beaucoup, Christophe. On a une petite précision. On nous demande une précision. À quelle date exactement avez-vous perdu Iveco? Il y a 3 ans, mais on a arrêté de facturer il y a 1 mois, 2 mois. Juillet 2025. Merci pour cette précision. On a une dernière question sur votre cours de bourse. Alors, vous avez déjà adressé le point, mais effectivement, comment projetez-vous le cours de bourse dans les exercices à venir, même si j'imagine que la réponse est difficile à apporter? Je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. Et pour être très franc, pour le moment, on n'a jamais été de bons prévisionnistes sur notre cours de bourse. Voilà, c'est une réponse malheureusement honnête. Oui, non, mais tout à fait, c'est très bien. Merci, Christophe. Alors, avez-vous des perspectives dans le domaine des batteries pour les parcs énergie renouvelables? Non, c'est ce qu'on appelle du stationnaire. J'allais dire, c'est de la production de masse, de série très standardisée. Aujourd'hui, c'est un marché qui est archi dominé par les Chinois, trop standardisé, et sur lesquels on pourrait faire du service, hein. On pourrait aider des boîtes chinoises qui font des solutions complètes clés en main à les installer, à les intégrer. Mais c'est là on sort de notre cœur de métier et on est plutôt aujourd'hui dans une phase où on resserre nos moyens, nos dépenses pour se concentrer sur le cœur de notre métier plutôt que d'aller vers de la diversification à faible valeur ajoutée. Je peux peut-être ajouter qu'on a quand même des partenariats pour l'utilisation de nos batteries dans des applications de seconde vie. Ça, oui. Pour la réutilisation en fait, Ouais. de batteries qu'on met dans des bus. À l'issue de la première vie, Oui. elle est plus valable pour une application de transport. Et nous travaillons avec des partenaires qui permettent en fait, d'intégrer ces batteries dans des systèmes qui peuvent être associés à des énergies renouvelables. Très bien, merci pour votre réponse. Alors, nous n'avons plus de questions. On a adressé tous les points. Voilà, donc peut-être je laisse une petite minute aux participants pour poser leurs dernières questions. Je vous rappelle, vous pouvez les poser par écrit dans l'onglet questions en bas de votre écran. Alors, nous avons une nouvelle question. Est-ce que le chiffre d'affaires réalisé aux États-Unis, qui n'est que de 1%, est susceptible d'évoluer et dans quelle proportion? Oui. Très, très fortement, mais en partant de très peu, le pourcentage n'est pas très significatif. Oui, on a prévu l'année prochaine, en 26, bientôt, d'accroître notre chiffre d'affaires sur 2 segments. Un, c'est le bus et l'autre, le ferroviaire. Significativement, mais en partant de peu, mais significativement. Eh bien, très bien. Nous n'avons plus de questions. Donc, Sophie, Franck, Christophe, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous laisse conclure ce webinaire. Je remercie les participants de nous avoir écoutés et je souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci à vous et merci d'être présents nombreux à ce webinaire et de participer à l'histoire de Forsy Power, qui est aujourd'hui, ceux qui sont en ligne sont français, qui est aujourd'hui le principal acteur français et un des principaux acteurs européens de cette industrie. Et nous, c'est avec enthousiasme qu'on travaille dans ce marché-là et merci de nous accompagner. Merci.
Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.